Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Samedi 15 août 2026, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Face à la crise politique, le leader de Sénégal, Bignou Bok, annonce la mise en place d'une vaste coalition regroupant plusieurs partis de l'opposition. Cette nouvelle entité entend constituer une troisième voie. Vous entendrez l'analyse politique en début de journal. Après de longues années passées dans l'obscurité, les populations des îles de Mar dans la commune de Fimela ont désormais accès à l'électricité. Un projet financé par la Sénélec sur fonds propres et réalisé par Eiffage à la suite d'un appel d'offres. Obtention de la carte d'égalité des chances. Le président de la Fédération départementale des personnes handicapées de Vélingara a remis 2100 extraits de naissance et certificats de résidence aux 14 communes. La cérémonie a été présidée par le secrétaire municipal que vous entendrez dans ce journal. Amadou Sakher Ndjegen, digne vivificateur de l'héritage de la famille Ndjegen. Cet ouvrage retrace les valeurs culturelles de Mam Aladji. L'auteur, son petit-fils, Serigne Bara Ndjegen. Nous nous rendrons à Thiès. Votre rubrique Djangano Chi Benen Anam, ou apprendre ensemble autrement de ce samedi 15 août 2026 sera l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. L'actualité internationale et sportive va mettre un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire et le développement. C'est juste après ceci. Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Sidhaj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Barthélémy Diaz a annoncé la création prochaine d'une nouvelle grande coalition de l'opposition. Cette plateforme, conçue comme une troisième voie, doit voir le jour d'ici sous peu pour faire face au pouvoir en place. Écoutons l'analyste politique Hassan Sombe. Je crois que c'est juste une tentative de vraiment s'imposer comme troisième voie, mais dans tous les cas, il s'agit d'une alliance qui peut être stratégique, tout dépend des gens qui vont l'animer et de leur capacité à bien le faire. Mais il ne faut jamais oublier quand même qu'il y a déjà une troisième voie avec le FDR, en dehors de Kiraï et de Pastef, et que bien entendu, quand Barthélémy parle de troisième voie, c'est qu'il se met déjà dans une posture d'adversité avec le FDR, Khalifa Sall et autres. Donc, voyez-vous, la tâche n'est pas facile, le terrain n'est pas vierge, il y a déjà des coalitions de l'opposition et essayer d'en mettre en place une, c'est déjà bonne idée, mais il faut rester humble. Dans tous les cas, ce sera très difficile véritablement d'avoir peut-être l'essentiel des partis politiques autour de ça. D'autant plus qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier pour les coalitions. Tant que ce seront les vocales, il n'y aura pas de problème quand il s'agira d'élections locales, mais à la présidentielle, tout le monde voudra être candidat. Et à partir de ce moment-là, la coalition ne pourra plus prospérer. Et ça, c'est une réalité qui va frapper toutes les coalitions de l'opposition, aussi bien le FDR que cette nouvelle coalition dont vous parlez et tant d'autres qui vont naître après. Il faut savoir que pour les locales, ça va marcher, mais au niveau de la présidentielle, en tout cas au premier tour, ça ne pourra pas prospérer. Écoutez, l'essentiel des partis de l'opposition sont déjà au niveau du FDR, vous imaginez, et un peu dirigé par Khalifa, qui est pas dirigé, mais en tout cas sous l'initiative de Khalifa Sall. Part est un peu dans une dynamique d'adversité avec Khalifa et il doit compter sur les autres qui ne sont pas dans le FDR. Donc, pas forcément de gros calibre, parce que ce ne sont pas les partis classiques là, bien implantés qui vont s'aligner derrière Barth. Certainement, il y aura des mouvements et des partis, mais de moindre calibre. Au téléphone de la rédaction, selon toujours l'analyste Hassan Sombe, les leaders de Pastef et ceux de Kiraï sont déjà sur le terrain, prétexte vente des cartes, ce qui est déplorable alors qu'ils nous avaient vendu un duo qui a fini par être une dualité. Réécoutons Hassan Sombe. Oui, si ça se prolonge, mais il n'y a pas encore péril à la demeure. Les délais restent encore pour le moment valables. Le président a encore le temps pour réagir. Mais maintenant, si ça perdurait, oui, je pense qu'on assisterait à un énième report, comme ça a été toujours l'habitude pour les locales. Je pense que tous les régimes qui sont en train de crier là, y compris le régime de la paix, a toujours reporté les locales. Mais maintenant, bon, c'est pas parce qu'on le fait que c'est légal. Il faut savoir respecter le calendrier républicain et on exhorte le président de la République à réagir dans les plus brefs délais afin de ne pas devoir proroger. Oui, on est malheureusement dans une campagne électorale déguisée et anticipée parce que aussi bien les leaders de Pastef que ceux de Kiraï sont déjà sur le terrain et sous prétexte de vendre des cartes. C'est ça qu'il faut déplorer, c'est-à-dire le fait qu'ils avaient vendu un duo qui a fini par être une dialecte
dualité personnelle d'abord, ensuite devenue une dualité politique, laquelle est devenue une dualité institutionnelle. Il y a des menaces de dissolution de l'Assemblée, des menaces de dissolution du gouvernement de part et d'autre. Il y a aussi même des menaces de poursuites judiciaires, on n'en sait rien. En tout cas, on vit une tension politique qui est là, qui est vraiment déplorable. Pourquoi? Parce que ça va se faire ressentir dans le travail au niveau de l'État, parce qu'on risque d'avoir un mandat blanc, malheureusement, et ça, les populations ne vont pas certainement le leur pardonner. Il risque d'y avoir des sanctions, aussi bien contre Diomaye que contre Sonko, s'il ne prend garde, et pour essayer de faire la politique sainement, essayer d'éviter cette communication, forme de communication permissive. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Sur Alfayda FM, la radio de la présence. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 15 août, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. La Banque mondiale a annoncé un appui financier global d'environ 340 milliards en faveur du Sénégal. Ce soutien vise à relancer l'économie nationale et à financer des projets de développement. Écoutons à ce propos l'économiste Moïse Babou au téléphone de la rédaction. Là, c'est aussi très heureux de constater que pour la deuxième fois peut-être, parce qu'au mois de février dernier, la Banque mondiale avait été sortie à environ 300 milliards. Aujourd'hui encore, donc, cette deuxième assistance permettra au gouvernement, qui a d'énormes problèmes parce que notre trésorerie est extrêmement tendue à cause principalement de ce que vous savez, c'est-à-dire vraiment un endettement colossal, des remboursements qui brisent presque les 5 000 milliards. Et donc, je crois que c'est une aubaine pour un gouvernement qui a des difficultés de relance de l'économie nationale. 340 milliards, aujourd'hui peut-être 300 milliards au mois de février passé. Oui, la Banque mondiale est en train quand même, au moins, tant soit peu en tout cas, d'assister le Sénégal quelque part. Sauf que, d'après le papier que j'ai lu, je n'ai pas vu les axes stratégiques qui vont profiter quand même de ce financement-là. À côté d'ailleurs des 340 milliards-là, je crois que la BAD a ajouté quelque chose comme 20 milliards. Donc, on peut effectivement saluer cette ouverture qui permettra à notre trésor public de souffler un peu. Je crois que donc c'est une aubaine, vivement que cela continue, mais nous attendons en fait la solution, c'est-à-dire que le FMI signe un accord avec le Sénégal, accord qui nous permettrait d'avoir un accompagnement budgétaire de 1500 milliards environ. Au-delà de cette entrée, cette signature serait aussi une très belle ouverture vers le monde extérieur, le monde financier extérieur, parce que ce sera une garantie quand même, et ça pourrait changer effectivement la perception négative que le monde entier finalement a sur le Sénégal. Donc, vivement que le FMI signe cet accord, au-delà maintenant de l'appui que la Banque mondiale est en train de faire. Vous venez d'entendre la réaction de l'économiste Moïse Babou. Politique sociale, l'État appuie le monde rural à travers des subventions. Ces actions visent à renforcer la souveraineté alimentaire, à moderniser les exploitations agricoles et à améliorer les conditions de vie des populations paysannes. Écoutons Mamadou Mian Diouf. Nous avons appris cette mesure, cette nouvelle, et nous saluons cette décision de l'État de venir en aide à des populations très vulnérables aujourd'hui et qui vivent dans les poches d'insécurité alimentaire. Je crois que cela n'est pas une première. Dans le temps, le gouvernement du Sénégal, je me rappelle du temps de Abdou Diouf, avait des politiques comme ça, de Abdoulaye Wade. C'est ça qui était d'ailleurs à la base de ce que l'on appelle les magasins de sécurité alimentaire, où on pouvait stocker des vivres, comme tous les pays du monde le font d'ailleurs, où on pouvait stocker des vivres et en période de soudure, voir les zones où il y a beaucoup plus de vulnérabilité pour les assister et leur apporter au secours et qui peut permettre à ce que les familles puissent se retrouver autour de 2-3 repas dans la journée. Donc, à notre avis, c'est une très bonne mesure, même s'il est vrai que depuis le mois de mai, ces situations se dessinaient et c'est regrettable qu'on n'ait pas pu à l'époque prendre de telles mesures, mais je crois que c'était lié aussi au fait que le nouveau régime venait d'arriver et n'avait pas encore trouvé sans doute tous les repères et tous les paramètres avec tous les changements qui sont advenus. Mais notre avis, c'est que déjà, dans le monde rural, généralement au mois d'avril, mai, juin, il y a beaucoup de poches de vulnérabilité qui nécessitent que l'État intervienne. Et cela a été souvent donc une politique sociale qui permettait à tout gouvernement du Sénégal depuis très longtemps de pouvoir secourir à cette population-là qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Souvent, c'est un mois difficile où les semis sont faites et il n'y a pas encore de récolte et les greniers sont vides. Et il faut donc forcément saluer
une mesure comme ça qui vient à son heure et qui, même à mon avis, aurait dû être planifiée il y a cela 2-3 mois. Selon toujours Mamadou Mignane Diouf, cette situation de crise alimentaire et d'une sécurité a été aggravée par la suspension des bourses familiales, qui était un geste de solidarité et de soutien vis-à-vis des populations. Réécoutons-le. Vous savez, cette situation de crise alimentaire et de sécurité a été aggravée aussi sans doute par le fait que certains soutiens, comme ce que l'on appelle les bourses familiales, étaient suspendus ou arrêtés. Et ça prouve que donc, même si en termes de chiffres, les montants n'étaient pas très importants, mais ça marquait en fait un geste de solidarité et de soutien d'un gouvernement vis-à-vis de ces populations-là et aider aussi dans de pareilles situations à certaines familles à pouvoir des besoins cruciaux au niveau du ménage. Donc c'est pourquoi nous devons davantage réfléchir sur carrément des politiques sociales parce que nous sommes dans un contexte très difficile. Je rappelle que les bourses familiales, c'est des choses que nous avons connues à l'époque quand on a fait le Forum social mondial au Brésil, du temps où Lula était dans son premier mandat, où il avait lancé un slogan « Zéro faim au Brésil ». Et ça avait réussi parce qu'au bout du compte, toutes les familles vulnérables des populations noires, des populations indiennes ou métisses arrivaient quand même, tant bien que mal, désormais à vivre dignement de ces bourses familiales qui permettaient à la fois de nourrir les familles, mais aussi d'amener les enfants à l'école, alors que ce n'était pas le cas dans le passé. Mais je crois qu'au Brésil, c'était tellement réussi que c'était lié aussi à l'agriculture brésilienne qui arrivait désormais même à vendre des céréales à certains pays, à vendre des poulets à certains pays de l'Amérique du Nord. Bref, je crois qu'il faut conjuguer une dynamique de politique sociale et une politique de souveraineté alimentaire. C'est ça sans doute qui peut permettre que des situations comme celles que nous sommes en train de vivre puissent être résorbées progressivement. Ce n'est pas automatique qu'on puisse tout régler en claque de doigts, mais on peut arriver en associant nos réflexions, en créant aussi les synergies qu'il faut entre la politique de l'État et les actions de soutien de solidarité que certaines ONG peuvent faire dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, dans le domaine du maraîchage. Bref, je crois qu'il nous faut voir avec l'État comment consolider une politique de souveraineté alimentaire qui prend en compte tous ces aspects-là et qui est liée aussi à une dynamique de solidarité et par laquelle chaque acteur, chaque personne, les différents acteurs peuvent contribuer. Direction Fimela, où les îles de Mar ont été raccordées au réseau électrique. Après des années d'attente, les travaux ont permis la réalisation de plus de 20 km de réseau basse tension, 9 km de réseau de moyenne tension, ainsi que l'installation de 3 postes de distribution destinés à alimenter l'ensemble des villages. Écoutons à ce propos Djibidja, directeur équipement au niveau de la Sénélec. C'est un projet qui a été bâti par Sénélec sous fonds propres. Sénélec a pensé, lors des études pour le renforcement de l'électrification dans des zones touristiques, à intégrer les îles Marlodj dans ces projets de renforcement des zones touristiques. Et ainsi que l'appel d'offres a été lancé et a été attribué à Eiffage qui a réalisé ce projet avec un câble sous-marin qui a traversé le bras de mer pour venir alimenter les îles. Et aujourd'hui, nous avons installé plus de 20 km de réseau basse tension. En plus de ça, nous avons installé 9 km de réseau moyenne tension et 3 postes à l'intérieur des îles pour alimenter tous les villages qui se trouvent à ce niveau. Aujourd'hui, nous venons de terminer les îles Mar, mais il y a d'autres îles qui n'ont pas encore bénéficié de l'électricité. Et on a un programme, nous avons lancé un appel d'offres pour l'électrification de 18 îles restantes qui n'ont pas bénéficié de l'électricité. Ils sont au nombre de 18. Donc l'appel d'offres a été lancé, financé par notre partenaire KfW et nous pensons que bientôt nous allons attribuer ce marché et on procédera à la réalisation pour que ces îles également puissent bénéficier de courant. L'accès à l'électricité est un pilier très important où le président de la République a demandé à tous les acteurs de tout faire pour que d'ici 2029, que l'accès universel puisse être une réalité. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 ménages qui sont touchés ici aux îles, au niveau des îles de Mar, qui sont touchés par ce projet. Un coût total de 1,092 milliard pour la réalisation de ce projet. L'accès universel à l'électricité, nous souhaiterons l'atteindre avant 2029. C'est là l'objectif du gouvernement et qu'on est en train de travailler sur ça. Au total, il nous reste 6471 localités que nous devons électrifier. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1.
sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dans le cadre de l'obtention de la carte d'égalité des chances, le président de la Fédération départementale des personnes handicapées de Vélingara, Habib Sabali, a remis un important lot de 2100 extraits de naissance et certificats de résidence aux 14 communes. Voici ses propos. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'accélération à la production des cartes d'égalité de chance PAPSEC qui a été initié par la Direction générale de l'action sociale. Aujourd'hui, notre objectif, c'est contribuer de façon positive, n'est-ce pas, à l'inclusion des personnes handicapées. C'est dans ce sens que nous avons pensé de mettre à la disposition de toutes les 14 communes du département de Vélingara un lot de 2100 extraits de naissance et de certificats de résidence qu'on va partager à ces collectivités-là et de permettre, n'est-ce pas, à ces personnes handicapées qui sont dans ces différentes communes-là de bénéficier gratuitement peut-être ces pièces-là pour les permettre de bénéficier de la carte d'égalité de chance. Et toujours dire, c'est de féliciter également son Excellence, le chef de l'État, dans sa vision d'inclusion qu'il a en faveur des personnes handicapées. Donc nous aussi, nous devons faire des actions pour accompagner l'État du Sénégal dans ce sens. Donc c'est pour cela que nous allons démarrer, n'est-ce pas, la distribution ici à la mairie de Vélingara et progressivement nous allons faire toutes les autres communes pour éventuellement, avant l'arrivée, n'est-ce pas, des équipes d'enrôlement, et va trouver que nous avons mis en place quand même un outil qui va permettre, parce que c'est des outils qu'on a besoin à chaque fois qu'on les personnes handicapées demandent, que ce soit dans le domaine du financement, on demande souvent un certificat de résidence pour permettre à connaître où habite cette personne-là. Donc, étant donné que certains endroits, des fois, c'est compliqué pour trouver ces pièces-là, mais on ne peut pas dire qu'on est en train de régler un problème, mais quand même, c'est juste on apporter notre soutien à l'endroit de ces collectivités-là. Et nous aussi, en tant que personnes handicapées, que nous puissions donner une leçon de participer positivement à ce processus d'envergure nationale. C'est ça l'objectif principal. Cette cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Vélingara en présence du secrétaire municipal Momo Madouba, une initiative qui vise à améliorer l'enrôlement des personnes vivant avec un handicap. La Direction générale de l'action sociale est dans une dynamique de faciliter l'obtention d'extraits de naissance et de certificats de résidence aux personnes qui vivent avec un handicap, à initier ce projet-là. Et tout en sachant que ce sont des pièces maîtresses dans le dossier constitutif d'obtention d'une carte d'identité nationale. C'est vrai que le projet, il est pertinent. C'est une manière aussi de sensibiliser les collectivités. Vous savez, il y a des personnes qui vivent avec un handicap lourd, vous voyez, qui ne peuvent même pas bouger de là où ils sont. Et en tout cas, c'est la perception que nous avons. Heureusement que nous sommes en train en ce moment même, de constituer une base de données pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et dans les éléments, dans la matrice de recensement, c'est sûr qu'on aura précisé les personnes qui ont un handicap lourd ou bien moyen, est-ce que vous voyez, pour nous permettre de les gérer, que d'autres ne peuvent pas se lever. Donc aujourd'hui, ces personnes-là bénéficient de l'accompagnement de plusieurs projets. Mais souvent, arrivés à un certain niveau, ils sont bloqués parce que les gens n'ont pas de carte nationale d'identité. Donc c'est en cela que nous voyons la pertinence du projet. C'est sûr que la commune, pour aller dans cette dynamique-là de facilitation, souvent on dit qu'il peut le plus, peut le moins. Vous venez d'entendre la réaction de Madouba, secrétaire municipal, sur cette cérémonie qui a eu lieu à la salle de délibération. Présentation de nos forêts. Le projet Senrem passe à la vitesse supérieure dans sa stratégie d'efficacité énergétique et de préservation des forêts. Financé par le gouvernement et la Banque mondiale, ce programme de gestion des ressources naturelles lance la diffusion massive de foyers améliorés. Ndeye Koumba Mbaye, coordinatrice d'une Senrem, équipement que je vous propose d'écouter. Ce projet a pour objectif d'améliorer la gestion de nos ressources naturelles, nos ressources forestières et halieutiques. Et donc, dans cette perspective, une des activités importantes constitue l'amélioration de l'efficacité énergétique à travers la diffusion de 250 000 foyers améliorés dans le pays. Et particulièrement pour Kolda, nous avons un objectif de diffuser 60 000 foyers améliorés, ce qu'on appelle fourneaux Djambar. Les fourneaux Djambar, parce que vu leur impact, ce que nous sommes en train de rechercher par rapport à l'objectif de développement du projet, c'est d'améliorer la gestion des ressources naturelles. Et comme vous le savez, nous avons une forte pression sur nos ressources forestières. Cette forte pression est due au fait que nous avons beaucoup d'utilisation de combustibles, de bois de chauffe. Et donc, c'est ce qui fait que les populations sont obligées d'aller vers la forêt. Et donc, pour réduire cette consommation de bois de chauffe, nous avons opté pour le fourneau Djambar, qui est très économe en utilisation de combustible de bois de chauffe. Donc, au-delà de cet aspect-là
cas environnemental, il y a également la santé des utilisatrices, les femmes en particulier et les enfants, parce que le charbon de bois, le bois, dégage beaucoup de fumée qui peut être nocive pour les utilisatrices. La durée de vie du projet est de 6 ans, mais notons que le projet a démarré depuis 2022. C'est un projet dont l'accord de financement a été signé en 2022, mais l'unité de gestion du projet a été mise en place en fin 2023. Donc depuis lors, vous me direz pourquoi aujourd'hui pour lancer le programme, parce qu'il y a des préalables. Les préalables, c'est la mise en place de l'équipe. Il y a également une étude qu'il fallait faire, c'est l'étude stratégique pour la filière foyer amélioré, qui nous a permis d'avoir des orientations par rapport à nos interventions. Également, le recrutement de l'ONG partenaire qui va nous appuyer à mettre en œuvre ce programme de diffusion de foyer amélioré. Distribuer 250 000 équipements sur l'ensemble du territoire national, dont 60 000 fourneaux Djambar pour la seule région de Kolda. Réécoutons Ndeye Koumba Mbaye, coordonnatrice au niveau du CNREM. Au-delà de ce programme de diffusion de foyer amélioré, le projet intervient sur d'autres activités dont le tout contribue toujours à une meilleure gestion de nos ressources forestières. Ce qui fait qu'avec la direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols, nous avons déjà une convention qui permettra à la direction d'engager la création de nouvelles forêts. Et on aura 6 nouvelles forêts qui seront mises en place, mais également des forêts communautaires dans la région de Kolda, toujours dans la région de Kolda. Et également, il y a au moins 4 forêts anciennement aménagées dont les plans de gestion seront mis à jour et mis en œuvre. Mais également, il y a d'autres interventions, toujours en appui au service des eaux et forêts pour pouvoir mieux accomplir leur mission. Il y a une forte dotation en matériel roulant, par exemple des unités de lutte contre les feux de brousse, mais également d'autres équipements informatiques, des équipements individuels de protection, etc. Et il y a également, parce que c'est également un aspect important, c'est le bornage et le pancartage des forêts. Donc il y aura 3 forêts classées qui seront bornées et pancartées dans le cadre du projet CNREM. Bon, au-delà des eaux et forêts, il y a également des appuis qu'on apporte à la direction de la réglementation environnementale et du contrôle qui est représenté dans la région par les DREC. Et pour ça également, il y a un important programme de formation aux évaluations et aux études d'impact environnemental. Également, le développement d'outils qui permettent d'évaluer ces études d'impact environnemental. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 90.1, émettons depuis Medina Baye. Une note de lecture à Amadou Saher Ndjegen, digne vivificateur de l'héritage de la famille Ndjegen. L'ouvrage édité en langue arabe et traduit en version française, wolof et anglaise retrace les valeurs culturelles de Mam Aladji. Reportage Fatou Kineboy. El Hadj Ahmed Saher Ndjegen, digne vivificateur de l'héritage de la famille Ndjegen. C'est l'intitulé de cet ouvrage qui retrace les valeurs et l'héritage de Mam El Hadj Ahmed Saher Ndjegen, écrit en arabe puis traduit en langue française, en wolof et anglais. Ce livre se veut un outil de transmission des valeurs à une jeunesse en quête de repères. El Hadj Mohamed Ndjegen aujourd'hui nous réunit. El Hadj Mohamed Ndjegen aujourd'hui nous rassemble. El Hadj Mohamed Ndjegen aujourd'hui nous ressemble. Fondamentalement, il y a son petit-fils El Hadj Bada Ndjegen qui a mis en place, qui a écrit, qui a publié un excellent ouvrage qui s'appelle El Hadj Ahmed Saher Ndjegen, digne vivificateur de l'héritage de la famille Ndjegen. Donc c'est un ouvrage phare, un ouvrage référence, un ouvrage extrêmement important qui va nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes, qui va nous permettre de nous souvenir des valeurs fondamentales telles que la dignité, la bravoure, le sens de l'honneur, la détermination, l'engagement, l'exigence individuelle, la sincérité, le respect de la parole donnée, la régularité, la ponctualité, etc. Le président du comité scientifique, Dr Abdoulaye Idrissa Dieye, appelle au retour aux valeurs culturelles, sociales et culturelles léguées par les ancêtres. Et quand on est dans un tel contexte assez pernicieux et exécrable, il me semble nécessaire de faire un recours au passé et non pas un retour au passé. Recourir au passé, c'est plonger dans le passé, ressusciter les valeurs fondamentales de vie qui ont sous-tendu la cohésion sociale de nos aïeux. Mais retourner au passé, c'est aller à Rome, à la Mecque, à dos de chameau. Ça, c'est révolu. Et ça fait partie de ces instants si solennels culturellement qui nous permettent donc de retracer, de revivre, de revivifier l'héritage ô combien important de nos aïeux et de nos ancêtres. Lors de la cérémonie de dédicace du livre tenue ce samedi à Thiès, il a également lancé un message à l'endroit de la jeunesse, l'appelant à faire preuve de patience
de persévérance et d'abnégation. Vous savez, aujourd'hui, l'école de la socialisation, l'école de l'éducation, dans la famille, elle a fermé ses portes. Je veux dire quoi? La maman, elle a déserté la maison familiale. Et c'est malheureux par exigence professionnelle, par exigence financière, etc. Mais aujourd'hui, les jeunes doivent savoir qu'on ne paye jamais à une course au départ. On ne paye jamais au départ dans une course. On paye à l'arrivée. Et personne n'est encore arrivé. Et ce n'est pas parce qu'au départ, vous êtes dernier sur le peloton qu'à l'arrivée, vous serez dernier. Je suis en train de dire quoi? L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas à l'abandon. L'heure n'est pas à l'abdication. L'heure est à la conscience individuelle, à la méditation introspective qui va nous permettre de nous faire découvrir notre véritable identité. La cérémonie de présentation du livre intitulé El Hadji Ahmed Sahih Ndiéguène, digne vivificateur de l'héritage de la famille Ndiéguène, s'est tenue samedi à Thiès. Son auteur, Serigne Bada Ndiéguène, petit-fils de Mame Alhaji Ahmed Sahih Ndiéguène, explique avoir consacré plus de 30 ans de réflexion à cet ouvrage, publié pour contribuer à la transmission de l'héritage du Saint-Homme. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangono Chibenen Anam de ce samedi 15 août 2026, c'est l'affaire de Neifatou Sissé. Djangono Chibenen Anam ou apprendre ensemble autrement. Votre rubrique s'intéresse aujourd'hui 15 août 2026 à l'appel dans un procès pénal tel qu'encadré par la loi. Alors, l'appel, c'est un moyen qui est donné aux parties à un procès de faire rejuger leur affaire si elles ne sont pas satisfaites de la décision qui a été rendue. La faire rejuger par une autre juridiction. Maintenant, il y a des conditions, naturellement, pour relever appel d'une décision. Et pour en parler, nous sommes justement avec l'avocat à la cour, Maître Cheikh Ahmed Bamba Silla. Ce recours est enfermé dans des délais et c'est au cours de ce délai que la partie peut manifester son intention de faire rejuger son affaire par une autre juridiction. Naturellement, il y a une différence entre la matière civile et la matière pénale parce que quand il s'agit de la matière civile, l'appel se fait soit par déclaration au greffe, notamment lorsqu'il s'agit de décisions qui ont été rendues devant les tribunaux d'instance ou par un exploit d'huissier, notamment pour les décisions qui ont été rendu par le tribunal de grande instance. Avec des nuances, parce que même devant le tribunal d'instance, il est possible de recourir à un huissier pour relever appel. Et même devant le tribunal de grande instance, pour certaines matières, il est possible de faire appel. En matière civile, je veux dire, il est possible de faire appel par une déclaration au greffe, notamment quand il s'agit de décisions rendues par le tribunal du travail. Donc en gros, c'est ça l'appel et les conditions qui sont édictées justement pour pouvoir faire ce recours. Parfaitement. Il y a des dispositions qui l'encadrent et c'est des dispositions qui sont différentes selon qu'on est en matière civile, en matière pénale, en matière sociale. Donc il y a pour chacune de ces matières des dispositions particulières qui réglementent le droit d'appel. En matière pénale, en fait, il y a 3 parties au procès. Il y a la personne qui est poursuivie, il y a la partie civile, c'est-à-dire celle qui a souffert de l'infraction et il y a également le procureur qui poursuit. Alors pour toutes ces personnes, il y a des dispositions particulières relativement à l'appel. Par exemple, on estime que c'est le procureur qui assure les poursuites. Donc, si un jugement est rendu dans son aspect relatif à la peine, c'est le procureur qui peut faire appel ou la personne qui a été condamnée relativement à la peine, relativement à l'infraction dans sa constitution et dans son imputabilité. Donc, sur ce point, naturellement, si le parquet fait appel devant la cour d'appel, naturellement, on revient sur les faits parce qu'on estime que le parquet n'est pas satisfait de la décision, notamment de la condamnation qui aura été prononcée ou de l'absence de condamnation. Et sur ce point, naturellement, on va revenir sur les faits pour voir est-ce que c'est des faits qui sont établis en cas de décision de relax, est-ce que c'est des faits qui sont établis. En ce cas, on va procéder à une nouvelle déclaration de culpabilité si la cour estime que les faits sont établis ou si la peine qui a été prononcée n'était pas suffisante. Là également, la cour sur appel du parquet a la latitude justement de revenir sur la peine. Mais lorsqu'il s'agit d'un appel du prévenu ou de la personne poursuivie ou de la partie civile, naturellement, on peut toujours revenir sur les faits quand il s'agit de l'appel du prévenu, mais la loi précise qu'on ne peut pas réformer le jugement sur la peine dans un sens qui lui est défavorable. Par exemple, si une personne est condamnée à 6 mois d'emprisonnement, par exemple, en matière correctionnelle ou bien à 10 ans en matière criminelle, et que cette partie seule fait appel, la Cour ne peut
pas augmenter la peine. Mais si c'est l'appel du procureur, naturellement, la Cour peut le faire. Ça, c'est une spécificité du droit pénal. La partie civile également, si elle est seule à relever appel, la partie civile dans un procès pénal, en fait, n'a que des dommages et intérêts. Donc, son appel ne peut porter que sur les dommages et intérêts pour les revoir à la hausse potentiellement. Mais dans le cas d'un appel de cette partie civile, on ne peut pas revenir sur les faits ou aggraver la peine du prévenu ou en tout cas de la personne qui est poursuivie. Et voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. Mes honorables frères et sœurs, parmi les recommandations essentielles à donner à la communauté, particulièrement à nos jeunes, surtout avec les temps qui courent et le contexte que vous connaissez, que nous vivons, eh bien c'est de ne pas être trop naïf. Ne te fais pas avoir. Ne sois pas trop faible d'esprit. Ne sois pas trop gentil. Reste sur tes gardes. Reste vigilant. Car celui qui est trop naïf, eh bien malheureusement, vous le savez toutes et tous, risque de se faire avoir concernant ses affaires mondaines ou ses affaires religieuses. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde clairement dans le Coran. Et ce verset a une portée générale. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hidrakum. Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Khabari Bitim Réew. Il est 12h à Medina Bay, 5h de Moya à Washington, la page internationale. Quand le changement climatique affecte la santé mentale, de plus en plus de Français sont concernés. 8 Français sur 10 exactement se disent inquiets du changement climatique. C'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété, une détresse psychologique liée à ses conséquences. Elle gagne du terrain dans le pays, notamment face aux canicules à répétition. Actualité internationale. Dans l'actualité, une question, les jeunes Marocains vont-ils répondre à ce nouvel appel à émigrer vers Ceuta? Un nouvel appel pour un afflux massif vers l'enclave espagnole a en tout cas été lancé à nouveau sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est donné le 15 août. Il y a 2 semaines déjà, 72 000 Marocains, pour la plupart des jeunes hommes, avaient tenté de rejoindre illégalement ce territoire situé dans le nord du Maroc. Une crise qui avait relancé le débat autour des enclaves de Madrid dans le royaume chérifien, provoquant de nouvelles menaces de rabat contre le gouvernement de Pedro Sánchez qui cherche de son côté à éviter la crise diplomatique, de quoi crisper l'opposition. Actualité internationale. La bande de Gaza, à nouveau prise pour cible par l'armée israélienne. Et ce malgré le cessez-le-feu en vigueur, censé s'appliquer depuis 10 mois maintenant. 2 personnes, dont un chef de police, ont été tuées hier dans des attaques qui ont visé le nord et le sud de l'enclave. Un bilan transmis par les autorités locales alors que les négociations sur l'avenir de Gaza patinent après le plan de paix américain rejeté par l'État hébreu. L'émissaire spécial de Donald Trump, Jared Kushner, pourrait se rendre la semaine prochaine en Israël pour relancer les discussions. Actualité internationale. Pendant ce temps, Cisjordanie occupée, la situation n'a toujours pas évolué à Kousra. C'est dans ce village du nord du territoire que des colons israéliens bloquent depuis dimanche l'accès à des maisons palestiniennes. L'armée israélienne a fini par s'y déployer pour, je cite, protéger les habitants et maintenir la sécurité. D'autres habitations de Palestiniens ont été réquisitionnées pour l'opération. Le maire de la localité assure que tous les habitants évacués ont pu rentrer chez eux, mais les colons israéliens, eux, sont toujours là. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre en Israël. Selon le principal rival de Benyamin Netanyahou aux prochaines législatives, Gadi Eisenkot, ce qui se passe à Kousra illustre une fois de plus la faillite et la faiblesse de ce gouvernement. Actualité internationale. Une page sportive que nous ouvrons avec du football à Kaolack, finale de la Coupe du Maire ce soir au stade Lamine Kouregueye. Écoutons la réaction du président de l'ODCAV, Insa Diouf, au téléphone avec Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Finale B, c'est le 15 B. Donc, on est opposé en cadet ASC Djambar de la zone 4B et l'ASC Atlético Sing Sing de la zone 1B. Et en senior, nous avons l'ASC Réveil de la zone 3B et l'ASC Face de la zone 1A. Donc, l'autre moi affiche bi. Entre bi, on donne 500 francs, 300 francs. Moi, finale, Coupe du Maire édition 2025. Cadet à partir de 17h, donc senior à partir de 18h.
mais ci suba si dafa am activité buy am. Un forum sera organisé également pour parler du sport kaolackois. Ce sera à la mairie de Kaolack. Finale Coupe d'Afrique féminine au Maroc demain entre le Malawi et le Cameroun. En Europe, on joue ce soir la première journée de la Liga espagnole. Alaves joue Getafe, Séville FC joue Rayo Vallecano. Demain, ce sera le trophée des champions qui opposera Lens au Paris Saint-Germain. En Angleterre, Community Shield, Arsenal joue Man City. Retour chez nous pour parler des Jeux Jules Dakar 2026. À 80 jours de l'événement, le président Yaya Ndiaye revient sur les derniers réglages de cet grand événement. Voici ses propos. Les premières opérations ont été engagées afin d'homologuer les sites de compétition et de tester les dispositifs opérationnels. Les activités menées les 7 et 8 août derniers au stade Ibamar et au complexe du Tour de l'Œuf, notamment pour l'athlétisme, le taekwondo et le breaking, en sont une illustration concrète. Il s'agira donc, après avoir apprécié l'état d'avancement des préparatifs et surtout les avancées très significatives réalisées, de prendre les ultimes décisions, de donner les dernières directives avant de nous permettre de franchir dans les délais requis le dernier kilomètre. Sur cette dernière ligne droite, aucun détail ne doit être laissé en rade afin de faire de ces Jeux une réussite éclatante. Pour ce qui concerne la RTS, cela s'est décliné par la signature de conventions effectives avec OBS pour la captation des Jeux et la diffusion, avec un avis des SMP reçu pour l'attribution des marchés de renforcement des équipements. Il y a également le journal des JOJ qui a débuté. C'en est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidra Juliba Soumaïka qui a assuré la partie technique. La rédaction chef a été assurée par Ndefatou Sissé. Et devant ce micro, Seri Moussa Kane. Vous avez rendez-vous avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. Face à la crise politique, le leader de Sénégal, Bini Bok, annonce la mise en place d'une vaste coalition regroupant plusieurs partis de l'opposition. Cette nouvelle entité entend constituer une troisième voie. Vous avez entendu l'analyse politique en début de journal. Après de longues années passées dans l'obscurité, les populations des îles de Mar dans la commune de Fimela ont désormais accès à l'électricité. Un projet financé par la Sénélec sur fonds propres et réalisé par Eiffage à la suite d'un appel d'offres. Obtention de la carte d'égalité des chances, le président de la Fédération départementale des personnes handicapées de Vélingara a remis 2100 extraits de naissance et certificats de résidence aux 14 communes. La cérémonie a été présidée par le secrétaire municipal que vous avez entendu dans ce journal. Amadou Sakhesh Djegen, digne vivificateur de l'héritage de la famille Djegen. Cet ouvrage retrace les valeurs culturelles de Mam Alaji. L'auteur, son petit-fils Serigne Bada Djegen. Vous avez suivi le reportage de Fatou Kineboy. Votre rubrique Djangono Chibelen Anam de ce samedi 15 août était l'affaire de Ndefatou Sissé. L'actualité internationale et sportive ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Khibari ak Mariam Ba.